Bonjour à toutes et à tous, bienvenue. Je suis Cécile, coach certifiée et fondatrice de Réquiliance. Je suis passionnée par le développement personnel et les ressources humaines. Depuis plus de 15 ans, j'ai développé un réseau large et varié et un de mes talents, paraît-il, est de plutôt savoir bien l'entretenir. Avec Un pour tous, tous coachés, j'ai décidé de partager avec vous ces moments d'échange privilégiés que j'initie chaque semaine avec des professionnels passionnés, tous plus fascinants les uns que les autres. Et je me suis surtout dit que ce serait dommage de ne pas vous en faire aussi profiter. Ce podcast s'adresse à des super coachs, mais aussi à des managers, des professionnels des ressources humaines, en quête d'idées, avides de rencontres et de partage, qui n'ont pas forcément le temps de développer leur réseau et qui veulent quand même découvrir de nouvelles pratiques pour enrichir leur boîte à outils. Si vous avez vous aussi envie de dénicher de nouveaux trucs et astuces d'experts à travers des échanges authentiques et en toute bienveillance, vous êtes au bon endroit. À travers des regards croisés dans des environnements variés, je vous propose de rencontrer des personnalités alignées avec lesquelles nous partirons ensemble à la recherche de pratiques différentes et complémentaires en toute simplicité. Alors, à vos écouteurs, c'est parti pour de nouvelles découvertes. Pour ce premier épisode, j'ai le plaisir d'accueillir Caroline Lacroix. J'ai rencontré Caroline la première fois grâce à mon réseau. Et oui, ce fameux réseau. Caroline est pleine de peps et d'entrain et accompagne, grâce à son entreprise Flow On Consulting, des dirigeants, des dirigeantes, des managers et des équipes à trouver leur équilibre alimentaire et sportif sur mesure au service de leur performance. Elle permet à des esprits sains de vivre dans des corps sains, la réciproque étant tout aussi vraie. Elle se définit sur les réseaux sociaux comme étant consultante, conférencière et formatrice bilingue en santé et excellence commerciale. Après un bachelor en sciences, chimie et management et un parcours de marketing obtenu à l'université de Kingston, Caroline s'est intéressée de plus près aux bienfaits de la phytothérapie et de l'aromathérapie et a obtenu un diplôme universitaire dans ce domaine. Elle a formé et accompagné plus de 10 000 personnes en 10 ans et leur a permis de trouver leurs propres trucs et astuces pour retrouver un rythme de vie sain et équilibré. Elle continue à former des professionnels de santé, des commerciaux et des formateurs et dispense ses précieux conseils auprès des entreprises. Véritable passionnée du fonctionnement du cerveau humain, Caroline a plusieurs casquettes et cordes à son arc, comme vous pourrez vous en rendre compte lors de l'interview. Son sujet du moment ? Comment accompagner au mieux les sédentaires que nous sommes à pratiquer un peu plus de sport au quotidien. C'est donc sur cette thématique que je vous emmène aujourd'hui à ses côtés, pour découvrir ses conseils et, surtout, oser proposer à ses clients, à ses salariés, de démarrer une activité aussi minime soit-elle. Vous découvrirez comment elle s'y est pris, pour elle-même en premier lieu, et comment est-ce qu'il est tout à fait possible de concilier une pratique physique régulière et une vie professionnelle au top. Mais je ne vous en dis pas plus, je laisse place à notre échange avec Caroline et je vous souhaite une très belle écoute. Bonjour Caroline, bienvenue sur Un pour tous, tous coachés. Je suis Bonjour ravie Cécile. de t'accueillir du coup aujourd'hui et de démarrer cette aventure de podcast avec toi. Et tu as la gentillesse du coup de répondre présente et du coup vraiment ravie de passer ce temps avec toi autour d'un sujet qui te tient à cœur notamment en ce moment, qui est le sport au travail. Donc on va pouvoir en parler un petit peu plus longuement. Mais avant de pouvoir dévoiler ce thème qui est important pour toutes les deux, je propose de te laisser la parole pour qu'on puisse un petit peu mieux te connaître. Et puis qui es-tu? Quelles sont tes actualités du moment? Qu'est-ce que tu as envie de partager avec nous? Merci à toi aussi de partager ce premier podcast avec moi parce que c'est un exercice tout nouveau et qui me tente depuis un petit moment. Donc comme ça, je commence en douceur. Donc, mon activité, comme tu le sais, mais je vais l'expliquer, est assez diverse. Donc, je suis consultante et conférencière en entreprise et pour les particuliers. J'ai deux grandes spécialités qui vont être d'un côté l'excellence commerciale et de l'autre côté la santé via la micronutrition, la phytothérapie, l'hygiène de vie et dans la prévention et ou dans l'accompagnement des personnes qui sont déjà malades et qui souhaitent mettre toutes les chances de leur côté, en fait. Donc, moi, c'est mon dada depuis très longtemps et je travaille dedans depuis 20 ans. Je travaille beaucoup aussi en ce moment en tant qu'enseignante, donc auprès de BTS de communication qui j'enseigne les relations commerciales. Et la grande poussée en ce moment, ça va être les demandes d'accompagnement et en entreprise et par les particuliers. Que ce deuxième confinement et cette année 2020 ont été particulièrement difficiles. Beaucoup sont fatigués, beaucoup sont stressés, voire devenus anxieux, c'est-à-dire qu'on est
passé sur un stress qui est tellement chronique qu'on a de l'anxiété qui s'est développée, et même avec, pourquoi pas, chez certains, des chutes du moral, alors soit une sensation de petite déprime, soit carrément qui ne vont pas du tout. Et ce que j'ai constaté comme nouveauté, en fait, c'est que on me demande de l'aide pour reprendre le dessus, en fait, sur sa vie, sur pouvoir dormir à nouveau, gérer son stress, manger mieux. Mais j'ai aussi des personnes qui m'ont demandé de pouvoir utiliser des techniques naturelles pour pouvoir redevenir en bonne forme et moins stressé et plus performant sans passer par les dépresseurs, les anxiolytiques. Certains m'ont dit « j'ai déjà fait, je ne veux surtout pas y retourner ». Et d'autres, c'est j'ai pas envie d'attaquer la chimie maintenant, je pense pas que mon cas soit assez grave, donc je voudrais faire autre chose. Donc en ce moment, je fais pas mal d'accompagnement là-dessus, et donc sur beaucoup d'équilibre vie pro et vie perso également. Et c'est un peu comme ça que m'est venue donc l'idée du thème d'aujourd'hui. C'est justement comment est-ce qu'on fait pour faire du sport ou avoir une activité physique régulière quand on travaille beaucoup, que ce soit on travaille au bureau ou quand on est nomade ou quand on travaille de chez soi en fait. Donc comment concilier en fait son activité professionnelle à une activité de sport qui permet d'être plutôt équilibré pour retrouver justement le moral, si voilà, alors le moral, physique, tout. Ouais. Ce qu'il faut savoir, c'est que donc c'est pas forcément du sport, on parle bien d'activité physique, parce que certaines personnes qui n'ont pas fait de sport depuis 30 ans ou 35 ans, on va pas les remettre au sport du jour au lendemain et pas forcément directement, surtout dans le milieu professionnel. Et donc déjà de l'activité physique, c'est important. Et effectivement, il y a tout ce qui va bien autour de la remise en mouvement et du sport. Donc effectivement, on va avoir un impact sur le moral, on va avoir un impact important sur l'anxiété. Le fait d'aller faire du sport en extérieur va permettre à certains de nos neurotransmetteurs d'être plus synthétisés, donc on va aller mieux en fait. Le fait de stresser notre organisme d'un point de vue purement physique en lui demandant d'aller un peu plus loin que ce qu'il a l'habitude de faire, ça nous demande de mobiliser de l'énergie, mais cette mobilisation d'énergie va permettre de diminuer une molécule dans notre organisme qu'on appelle le cortisol et qui est vitale pour nous, c'est très clair, mais quand on en a trop, voire beaucoup trop, c'est là où on se consume de l'intérieur. Donc avant le burn-out, il y a le burn-in, où on est en fait en tension permanente, et c'est parce qu'on va avoir donc cette molécule, le cortisol, qui est là en permanence et qui empêche de dormir, qui empêche de bien se concentrer, qui empêche de bien mémoriser et qui fait des dépenses énergétiques très importantes pour notre organisme. Et le sport permet de réduire ça. Ok, donc d'où l'idée effectivement du thème d'aujourd'hui qui effectivement pourrait permettre de réguler ou en tout cas diminuer ce fameux cortisol pour pouvoir se sentir plus en forme. Et puis il y a, on va dire, une autre cause qui est simple, c'est que pendant qu'on fait du sport, on ne travaille pas et on met notre cerveau de travail au repos. On se met en pause en fait pendant ce temps-là. Et notre cerveau, et comme nos muscles, il a aussi besoin de périodes de récupération pour qu'ils redeviennent fonctionnels, ils redeviennent performants, ils redeviennent efficaces pour tout en fait, pour la prise de décision, pour la communication interpersonnelle, pour la mémorisation et l'analyse, toutes les tâches cognitives. Donc le sport, quand on s'arrête et qu'on fait une vraie pause dans la journée, a aussi cet avantage-là. C'est le fameux la pause s'impose pour pouvoir justement recharger les batteries aussi bien au niveau énergie que niveau physique pour pouvoir mieux se reconcentrer derrière, notamment quand on a des gros dossiers à gérer. Exactement. Ok. Comment tu es venue à te poser ces questions, toi, liées justement autour des bienfaits du sport? Alors, il faut savoir que je ne suis pas du tout sportive à la base. J'ai été franchement sédentaire jusqu'à l'âge de 31 ans. Voilà. Donc, ça commence à faire un petit moment que je m'y suis mise quand même. Jusqu'au jour où, en fait, c'est l'angiologue qui m'a regardée, qui m'a dit vu la circulation que vous avez, si vous ne bougez pas un peu, vous allez au-devant de gros pépins. Mon deuxième enfant avait 1 an et je me suis dit, je ne serais même pas capable de courir de l'autre côté de la rue pour aller sauver mes enfants s'il leur arrivait quelque chose. Donc, ça a été le gros déclencheur et je me suis mise gentiment à marcher un peu plus, prendre des baskets pour aller marcher et puis après aller courir et puis je me suis mise à m'entraîner plus régulièrement. J'ai fait pas mal de natation aussi, en ce moment on peut pas, c'est dommage.
âge. Donc, j'ai intégré en fait la pratique sportive en temps justement parce que j'étais très anxieuse et ça allait pas du tout. J'ai fait un vrai burn-out, en fait, même 2 coups sur coup il y a 5 ans. Okay. Et donc, avant ça, le sport était ma manière de m'équilibrer. Mais bon, comme j'ai pas traité le problème, évidemment, à l'époque, je me suis quand même pris le mur. Ouais. Mais je pense que ça m'a permis de tenir probablement 2 ans correctement, d'avoir une pratique sportive plus importante. Et effectivement, je me suis posé tout un tas de questions. Comment est-ce que je fais pour aller nager entre midi et 2 et aller voir mes clients à 14h et voir l'air coiffé, pas fatigué, fatigué. Enfin, ces aspects logiques, en fait, ils sont hyper importants parce que c'est les premières choses qu'on met en avant quand on trouve des fausses excuses pour ne pas aller faire de sport. Ah, c'est sûr que notre cerveau, il est doué pour pas trouver le... Voilà, on est très fort. On est très, très fort, comme tu dis, pour trouver la faille. Et par conséquent, je pense que quand on veut vraiment mettre de l'activité physique dans son quotidien, anticiper toutes ces difficultés de type logistique, et je pense que là, pour le coup, c'est vrai, qu'on soit du côté du salarié ou de la personne indépendante, ou qu'on soit du côté de l'entreprise qui souhaiterait le mettre en face, ça me paraît capital d'anticiper tous ces soucis, en fait, de comment est-ce que je fais pour prendre ma pause pour déjeuner, aller faire du sport et être à l'heure à mon bureau pour une réunion, qu'on décale, est-ce qu'on décale pas, est-ce qu'il y a des douches aussi pour se sentir bien et on va dire avec sa tenue de lumière professionnelle pour être bien pour travailler. Tout à fait, donc tous ces aspects effectivement logistiques que le cerveau pourrait justement utiliser comme fausses excuses pour pas oser se lancer et y aller. Et alors justement, comment tu t'y es pris pour être super coiffée et prête à 14h pour le fameux rendez-vous de l'après-midi? Alors, j'avais changé beaucoup pour la natation, donc j'avais changé mes lunettes parce que j'avais des lunettes qui me laissaient une grosse trace autour des yeux. On aurait dit que j'avais pas dormi depuis 20 ans. Donc, j'ai changé les lunettes. J'avais toujours une trousse à maquillage et une brosse à cheveux dans mon sac de piscine. Comme ça, il n'y avait pas d'histoire de j'y ai pas pensé, je les ai pas pris, etc. Et je suis même allée jusqu'à investir dans un fer à lisser qui se branchait sur l'allume-cigare. J'ai trouvé ça sur Amazon. Et ça me permettait, en fait, effectivement, d'aller nager, de me laver les cheveux, les sécher sous le séchoir de la piscine. Et après, je les attachais, un coup de lisseur et c'était parti à 14h30. J'étais chez le client et je pouvais tout à fait faire mes rendez-vous jusqu'à la fin de la journée, en fait. Opérationnel, fraîche et dispose, avec en Donc, plus les bienfaits de la natation. Ah oui, ça, c'était capital à l'époque. Donc, et j'ai vraiment ressenti ce côté non, mais tu peux pas le faire parce que c'est compliqué, parce qu'il fait froid, parce que comment tu vas manger, et au fur et à mesure, que là pour le coup j'étais vraiment motivée, j'ai trouvé les réponses. Et le fait d'anticiper tout ça, ça permet de se dire aussi c'est bon, tu y vas, ça roule, ça fait partie de la routine, il n'y a plus de problème. Ok, et donc d'habituer le cerveau à lui dire c'est bon, je l'ai fait une fois, je peux le faire une deuxième, une troisième et je peux l'inscrire dans ma routine de la semaine. Ok. Exactement. À quel rythme tu pratiquais du coup la piscine comme ça? Quand j'étais bien, j'étais 2-3 fois par semaine et je pense que j'ai dû monter à 4 fois parce que j'y allais 2 fois le week-end. Donc, mais ça, c'était avant ça. Ça, c'était vraiment avant. Et là, j'ai repris la salle l'année, donc avec les confinements, forcément, c'est un peu difficile. C'est plus facile à passer et du coup, j'ai aussi beaucoup déculpabilisé parce que je me disais, quand tu es là-bas, quand tu nages ou quand tu fais du sport, tu n'es pas à ton bureau. Et un jour, je me suis rendu compte que déjà, vu mon activité, c'était extrêmement crédible de faire du sport régulièrement. Et en plus, je me suis rendu compte qu'une fois que j'étais dans mon exercice et que le cerveau débranchait, il y avait tout un tas d'idées qui revenaient, qui s'articulaient différemment, qui s'associaient entre elles différemment, et j'ai trouvé plein de réponses pendant les séances. Et donc, du coup, je me suis dit que c'était aussi l'opportunité, soit de se reposer, soit de penser en dehors de la boîte, comme on dit, côté créatif, en fait, qui se révèle à ce moment-là. Et j'ai trouvé que c'était particulièrement intéressant, en fait. Qu'est-ce qu'on pourrait donner comme conseil, du coup, à des managers ou des responsables RH ou dans les fonctions, justement, support, qui pourraient inciter leurs collaborateurs à faire ce fameux break, type piscine ou salle de sport ou marche, puisque tu as aussi évoqué la marche tout à l'heure. J'ai une des personnes que j'accompagne qui fait 40 minutes de marche tous les midis. C'est très, très compliqué pour cette personne en ce moment parce qu'il y a beaucoup de fatigue, il y a beaucoup de stress, etc. Mais justement, cette marche entre midi et 2 est capitale. Et en fait, un jour sur 2, elle va marcher. Donc, elle emmène des baskets dans sa voiture qui est garée au travail avec les écouteurs. Enfin, il y a tout ce qu'il faut. Elle prend de quoi déjeuner
déjeuner prêt. En fait, elle fait 40 minutes de marche, 20 minutes de déjeuner. Et Ok. après, elle rentre tranquille. Et on a mis en place une autre chose parce qu'on a des gros troubles du sommeil. Les jours où elle ne va pas marcher, elle fait une micro-sieste. Ok, d'accord. Voilà, donc elle s'accorde, alors c'est même pas une micro, c'est une mini-sieste, hein, elle s'accorde 20 minutes, comme elle a la chance d'avoir un bureau seul, se poser, tout éteindre, tout poser et fermer les yeux avec le réveil prêt à sonner 20 minutes plus tard pour éviter d'y passer Ok. l'après-midi, quoi. Ouais, donc du coup, ça permet effectivement de combiner à la fois l'activité sportive et la partie plutôt repos, puisque tu fais du sur-mesure aussi en fonction des clients que tu Oui, accompagnes. Hein. tout à fait. Donc, c'est intéressant de se dire qu'on peut effectivement mixer les deux. On peut mixer. Et je trouve aussi que si on peut avoir, parce que bon, quand on est en espace, comment dire, en open space, avoir des endroits où on peut stocker un sac de sport. Alors si on est en voiture, c'est facile. Moi, c'est ce que j'avais, hein, je laissais tout dans la voiture. Si on est en transport en commun, si on vient à pied ou si on vient en vélo, d'avoir des endroits où on peut stocker le matériel, soit juste un casier à côté de soi ou alors un casier commun avec des lockers comme moi, ça m'est arrivé d'avoir vécu en Angleterre, pour pouvoir poser ses affaires aussi, pour pouvoir se dire je ne vais pas être encombrée, c'est pas au pied du bureau, si on voit mes baskets et tout ça et qu'on vient me poser des questions, je serai pas à l'aise, là au moins c'est tout rangé, on n'est pas embêté. Donc c'est poser ses affaires aussi et poser son mental, de savoir qu'on peut le faire tranquillement, sereinement, sans forcément avoir des remarques des collègues. Ouais, et je pense qu'entretenir la bienveillance autour de ça, c'est important pour tout le monde, parce que chaque pas qu'on fait en plus, même si on part de zéro, le simple fait d'aller marcher, c'est toujours mieux que de pas faire en fait. Et je pense que cet esprit-là a beaucoup été masqué par le côté compétition, faut être le premier, faut être le plus fort, faut être performant. Et c'est un état d'esprit qui est particulièrement présent souvent en entreprise, hein. Faut être performant, faut atteindre ses objectifs, réussir et être à fond tout le temps. Et j'ai constaté ça donc chez des managers qui ne se voient pas faire du sport avec leur équipe dans une entreprise où il y a une salle en fait inter-entreprise où tout le monde peut aller à l'heure du déjeuner. Et effectivement, il y a des managers qui y mettront pas les pieds parce qu'ils ne se sentent pas, n'étant pas sportifs, de se retrouver dans la même salle entre guillemets jugés par leur équipe. Ça pourrait entacher leur posture de manager hiérarchique. Et ça, je pense qu'il faut vraiment en tenir compte. Et il faut aussi en tenir compte que c'est probablement vrai dans l'autre sens aussi, soit par rapport à ses collègues, soit par rapport à ses supérieurs, parce qu'on a envie de montrer qu'on est performant. Et je pense que mettre ensemble rapidement cette bienveillance en disant mais chacun fait son truc comme il peut, comme il veut et pour être bien, ça me semble être une communication très forte. Et déculpabiliser au maximum les gens, parce que pareil, on a, même hors du travail, pas mal de personnes qui ne se rendent pas dans les salles de sport parce qu'ils n'ont pas envie d'être confrontés à Ken et Barbie, qui sont avec les dernières tenues à la mode, qui sont déjà très musclés, très performants, qui en général le mettent aussi sur leurs réseaux sociaux à toutes les sauces. Et c'est même devenu un positionnement pour certaines salles de sport en disant monsieur tout le monde, madame tout le monde peut venir faire du sport, et il y a une bienveillance autour de ça. Et je pense que c'est très très important, si on veut mettre ça en place dans le milieu du travail, d'établir justement ce contrat de vous êtes tel que vous êtes et venez faire du sport ensemble. Le fameux slogan venez comme vous êtes, et en fait effectivement et voilà, c'est ça. Qu'on pourrait dupliquer et appliquer, et puis travailler autour justement des bienfaits du sport. Moi j'avais, quand tu me parles de cette expérience-là, et puis de ton client notamment, on avait développé, quand j'étais responsable RH dans une des entreprises, où on avait mis en place des cours de pilates entre midi et 2, et effectivement on avait un petit peu tous les styles, tous les niveaux hiérarchiques aussi. C'est vrai que du coup, je pense que ça demande aussi un travail au sein de l'entreprise de se dire, c'est bon, on vient toutes en tenue, on était tout exclusivement des filles sur pilates, mais messieurs, venez faire du pilates, c'est très très bon comme sport. Je trouve que de réfléchir sur cette thématique-là en tant que RH aussi et manager, se dire ok, j'ose aussi être moi-même dans cette pratique du sport qui me fait du bien, et puis communiquer et pourquoi pas inciter aussi à avoir une pratique commune entre midi et 2. Ça me fait aussi penser à la marche à des groupes dans des entreprises ou dans des groupements d'employeurs où ils se regroupent différentes entreprises ou différents collègues, ils se donnent rendez-vous 2 fois par semaine et ils vont marcher, comme tu l'as très bien décrit tout à l'heure, 40 minutes, 45 minutes, avec une dynamique de groupe
En fait, quand on pense sport en entreprise, on peut aussi penser sport à l'extérieur. Donc, il y a de l'inter-entreprise qui existe. Et puis, on peut effectivement, juste, entre guillemets, mais c'est déjà beaucoup, aller marcher, comme tu disais, 40-45 minutes. La marche nordique, c'est pas que juste, ça fait pulser un peu et c'est ce qu'il faut. Il y a aussi des clubs de jogging, ça se voit pas mal. Enfin, il y a beaucoup de choses comme ça qui se font. Et c'est intéressant d'utiliser ça aussi, je pense, en inter-entreprise parce que ça va permettre de montrer que tout le monde est au même niveau et qu'on n'a pas de ça. Alors, il y a probablement aussi une émulsion qui se fait. Enfin, moi, j'ai vu des challenges inter-entreprises, notamment sur le marathon de Lyon qui fait aussi des 10 km. Et donc, il y a des équipes qui se montent, ouais. Courir pour elles. Enfin, dans les grands événements, il y a souvent des entreprises, et là il y a une émulsion, effectivement il y a ce côté compétition, et ce qui est intéressant c'est que du coup comme on est en compétition entre plusieurs équipes, c'est des challenges qui font que côté corporate, fait que l'entreprise a envie de gagner tout ensemble. Je pense que ça permet aussi de s'habituer à faire des challenges, ça permet de s'habituer à ce que plusieurs niveaux hiérarchiques, plusieurs services différents qui ne se croisent pas d'habitude peuvent tous travailler ensemble, s'éclater ensemble et faire de la compétition ensemble. Oui, tout à fait, avec ce fameux team building et puis l'esprit d'équipe les uns avec les autres. Pourquoi pas mixer les équipes ou des entreprises qui n'auraient pas forcément l'habitude de travailler ensemble. Ça peut faire des synergies plutôt sympas, ouais, vraiment. Ça, c'est un truc que j'ai vu il y a très très longtemps, puisque c'était en 99. J'ai été en stage pendant 1 an dans une entreprise en Angleterre, donc qui appartenait à Unilever à l'époque et donc qui était moitié anglaise, moitié néerlandaise. Et là, pour le coup, c'était déjà complètement établi. C'est-à-dire que tous les jours, il y avait quelque chose. Il y avait un partenariat avec la salle de gym à côté. Alors, c'était pas la pleine campagne, mais bon, c'était le sud de l'Angleterre, c'était pas Londres. Et donc, on n'avait que la route à traverser pour aller faire de l'entraînement du circuit de training. Il y avait du yoga, il y avait du tai chi, mais il y avait aussi des clubs de lecture, des clubs de langue. Enfin, il y avait 2000 personnes sur le site. C'était facile en fait, d'organiser des choses avec des gens qui prenaient le dessus. Et c'est vrai que le sport faisait vraiment partie intégrante de la vie de l'entreprise. Qu'est-ce que tu as observé justement de différent dans cette entreprise-là par rapport à d'autres entreprises? Parce que tu as aussi une expérience dans plein de grands groupes avec plein de clients différents. Qu'est-ce que tu as pu observer de différent justement avec ces organisations entre midi et 2? Alors ça a été mon premier travail, en fait, mon vrai contact avec le monde professionnel tel que je l'entends aujourd'hui, puisque j'ai été embauchée pendant 1 an à plein temps. Donc j'avais 22 ans, je crois, à l'époque, quelque chose comme ça. Et c'était inespéré, parce qu'en France, mes copains, ils étaient payés au lance-pierre pour des stages où ils faisaient le café et la photocopieuse, en gros. Et que moi, j'étais considérée vraiment comme une salariée à part entière. Et je pointais, j'avais les mêmes horaires, j'avais vraiment tout de l'entreprise. Ça m'était déjà une très grosse surprise. Et effectivement, de constater qu'on avait toute cette vie en fait sur le site que, alors moi je connaissais pas, en plus mes parents sont tous les deux indépendants, donc là pour le coup la vie d'entreprise, ça me parlait pas du tout. C'était moins habituel, ouais. Voilà, et du coup j'ai vraiment découvert quelque chose et c'était lié au fait que c'était un très grand groupe et que c'était un très gros site aussi. Cependant, après dans ma vie salariée, quelques années après, on avait fait venir une prof de yoga qui, une fois par semaine, on avait l'entreprise qui avait acheté les tapis de yoga. Il y avait dans les locaux, il y avait des douches et des vestiaires. On pouvait se changer au moment où l'entreprise avait déménagé, en fait. On avait eu des travaux qui permettaient de faire ça. C'était vraiment super. Et bon, là, ce qui était problématique, c'est qu'il y avait après des problèmes d'assurance, des problèmes de législation qui faisaient que ça devenait très cher et très compliqué, en fait, d'avoir cette personne qui venait de bonne volonté, en fait. Limite, on la payait, s'il fallait, on l'aurait payé en cash, mais ça impliquait trop l'entreprise dans sa responsabilité par rapport à ses salariés. Et ça s'est arrêté là. On travaille un petit peu pour le podcast, là. J'ai vu qu'il y a une nouvelle loi qui est passée en novembre 2019 qui s'appelle Sport et Société et qui met en avant des avantages justement pour faciliter la vie des entreprises qui voudraient mettre du sport à disposition de leurs salariés. Super. Je mettrai le lien d'info justement dans les notes du podcast. Ouais. Je pense que ça peut être intéressant. L'objectif, c'est d'avoir plus d'athlètes aux Jeux Olympiques de 2024. Bon, il faut s'y mettre maintenant. Oui, là, il est temps. Voilà.
Mais c'est bien que ce soit fait. Et il faut savoir que l'entreprise paye un coach ou quelqu'un pour faire de l'encadrement sportif dans ses locaux. Par exemple, il y a des abattements de charges, il ne paye pas les charges, ça diminue de plus de la moitié le coût d'un salarié, en fait, qui ferait ça. Pour une grosse entreprise, ça peut être très intéressant. Oui, puis inciter du coup à prendre justement un coach externe qui vienne et qui puisse motiver les troupes. Voilà, exactement. Et si on a c'est pareil, j'ai vu que s'il y avait des locaux en interne, il y a d'autres facilités qui sont offertes. Donc, clairement, ça fait partie des orientations, des grandes orientations de société. Quand on commence à dire on facilite la vie pour mettre du sport en entreprise, c'est qu'il y a vraiment quelque chose à faire. Oui, et puis du coup, se saisir du filon aussi pour les entreprises où les thématiques RH justement sont orientées sur qualité de vie au travail, bien-être au travail, pouvoir justement offrir ce cadre-là et en contrepartie récupérer quelques allègements au niveau charge et il y a eu une étude de l'OMS sur les salariés qui faisaient du sport pendant leur temps de travail par rapport aux autres, et on a une diminution de 32% de l'absentéisme, des congés maladie quand même. Donc c'est vraiment pas neutre. Les entreprises qui encouragent le sport, elles ont à la mise en place une augmentation de 1 à 4% de leur rentabilité nette. Donc c'est pareil, c'est vraiment pas négligeable. Les salariés qui font du sport, ils ont entre 6 et 9% d'augmentation de la productivité. C'est des chiffres qui sont vraiment très forts. Et dans certaines entreprises, il a été constaté même une diminution de moins 25% du turnover. Donc le sport a été mis en place. Donc c'est quelque chose qui est vraiment très puissant. Avec un vrai levier du coup à la fois sur des thématiques dans des structures où il y a un fort taux de turnover ou justement de l'absentéisme, ça peut effectivement être un vrai levier comme tu le dis effectivement, et avec études à l'appui pour inciter à avoir le casier qui ferme bien pour mettre les affaires de sport, pourquoi pas le prof ou la prof ou le coach qui vient entre midi et deux, et puis pourquoi pas inciter des démarches assez finalement simples à mettre en place, parce que de la marche, comme tu l'as très bien dit, une paire de baskets, de quoi manger effectivement de manière peut-être un petit peu plus rapide ce jour-là, mais en soi il n'y a pas besoin Tout à fait. de fond. Et j'ai vu que ça a été mis en avant dans des entreprises pour leur marque employeur en fait. Voilà, pour expliquer que ça fait partie des choses qui sont là. Et il y a aussi une autre... alors nous on pense beaucoup aux postes sédentaires, aux postes de bureau, où effectivement on a besoin de s'aérer un peu la tête, mais il faut savoir que ça a été aussi mis en place pour les postes où il y a beaucoup de troubles musculo-squelettiques, les TMS. Les fameux TMS, exactement. Eh bien, il y a aussi des sports qui sont là pour aider à renforcer les muscles, pour avoir une bonne posture, pour limiter en fait l'impact négatif du travail sur la santé physique de la personne. Et donc, des étirements, des renforcements musculaires, du gainage, des choses comme ça, pour faire en sorte qu'il y ait moins de troubles au niveau du dos, au niveau des cervicales. Les étirements pour éviter les mouvements répétitifs, essayer de sortir de postures qui sont vraiment inconfortables et qui entraînent en fait des troubles à moyen long terme. J'avais vu un reportage comme ça avec justement dans des entreprises de logistique, manutention, préparation de commandes, où le matin, à chaque fois qu'il y avait des prises de poste, en fait, il y avait un échauffement pour justement s'étirer, préparer le corps et éviter effectivement à la fois les TMS et puis les accidents aussi, tout simplement les blessures, les chevilles, les épaules qui prennent généralement souvent cher dans ces métiers-là. Et ça va dans ce sens-là, justement, prévenir c'est hyper logique. prendre soin de... on s'échauffe, c'est vrai que très très logique. Et du coup, c'est vrai que c'est du bon sens finalement, parce que ça semble simple, et à la fois c'est pas évident, comme on l'a très bien décrit et tu l'as très bien expliqué avec tes clients, toujours des difficultés de réussir à mettre ce fameux créneau de sport finalement en place. Et c'est peut-être là où il y a un travail conjoint avec manager, direction, RH aussi, en lien avec les salariés bien entendu. Trouver ce qui convient le mieux en termes de rythme, en termes de type de sport aussi, comme tu l'as bien décrit. Exactement. Il y a de toute façon, le sport, on le constate partout. Il n'y a pas d'adhésion s'il n'y a pas d'envie. Ça tient 3 séances et après c'est mort. Si c'est pas une motivation intrinsèque, ça sert à rien entre guillemets, puisque au bout de très peu de temps, on va avoir une perte de volume qui va être hyper. Ça fait partie du business model des salles de sport. C'est les abonnements payés qui ne seront pas amortis. C'est effectivement sur les business models de ce type-là, oui, tout à fait. Et là, l'objectif, c'est comment faire pour tenir la motivation des troupes quand on est exactement, dans un service RH. Donc, alors pareil, dans les choses un peu nouvelles, apparemment, il y a une digitalisation qui se fait. Donc ça, on l'a déjà vu. Les applications sur le téléphone pour faire des abdos, faire du gainage, faire du yoga, faire
différentes choses. On a aussi les applications pour mesurer la performance, soit en course, soit en vélo, soit en marche, etc. Et en fait, il semblerait qu'ils soient en train de mettre en place, alors je ne sais pas si c'est fait ou pas, des applications où on fait de la gamification, en fait. Ok. Ouais, et où justement, on peut construire cette collectivité autour d'une appli. Donc, on fait du vrai sport. Chacun peut le faire à des moments différents, mais ça permet de retenir la motivation. Et ça demande cette bienveillance, ça demande cet esprit d'équipe, évidemment. Et alors du coup, si on devait donner les meilleurs conseils selon toi, et puis par rapport à tout ce qu'on s'est dit là pour des managers, des coachs ou des RH qui voudraient mettre en place le sport au travail, qu'est-ce qu'on pourrait du coup résumer en quelques phrases, quelques mots? Qu'est-ce qui te vient en tête spontanément? Je reviens vraiment sur cette bienveillance. On vit dans la culture Instagram, où ça marche pour les autres réseaux sociaux. En professionnel, c'est la culture LinkedIn, où il faut absolument que tout soit parfait, tout soit mis en place, c'est tout beau, la photo est jolie, les personnes sont souriantes. On a cette obligation de perfection, qui pour moi est une catastrophe faite à tous les niveaux, parce que personne n'a ce niveau de perfection tout le temps. Malgré tout, comme c'est ce qui est montré, c'est ce qui est donné à voir, les gens se mettent ça comme modèle de base, alors que ça n'existe pas. Et donc, je pense qu'il est vraiment capital pour le sport, justement, de sortir de cette image-là et de dire c'est pas du tout ce qu'on veut faire. Nous, ce qu'on veut, c'est être mieux et le faire ensemble. Ça me paraît vraiment capital. Faire le tour des besoins, des pratiques et des opinions aussi des salariés sur qu'est-ce que j'ai envie de faire, qu'est-ce que j'ai pas envie de faire. Parce que, évidemment, en fonction de l'âge, en fonction de la culture, en fonction de la morphologie, en fonction des habitudes, on va pas être du tout dans les mêmes manières de considérer l'activité physique. Ça me paraît évident. Et je pense que la solidarité et la convivialité sont aussi à la base, justement pour entraîner ceux qui seraient moins motivés, pour créer des liens, parce que quand on est dans l'épreuve, c'est là où il se crée les liens. Et ce team building dont tu parlais tout à l'heure, au lieu de le mettre en place une fois ou 2 fois par an à l'occasion d'un séminaire ou à l'occasion d'un événement d'entreprise, de le mettre en place sur une base beaucoup plus régulière, par exemple toutes les semaines. Bienveillance, solidarité, esprit d'équipe, Voilà. Et puis surtout prendre le temps de bien identifier les besoins, les attentes en fonction des parcours, des profils de chacun. Voilà. Tu parlais aussi de la morphologie, des besoins en fonction, j'imagine aussi, des âges, du sommeil. Tu parlais tout à l'heure aussi du profil de chacun. Et puis du coup, peut-être aussi, pourquoi pas se faire accompagner pour pouvoir mettre en place dans de bonnes conditions, en tout cas dans les meilleures conditions possibles pour chaque entreprise, se faire accompagner. Voilà, et le considérer vraiment comme un projet global d'entreprise. Il faut éviter le syndrome QVT, je mets un baby-foot et on n'en parle plus en fait. C'est le sport en entreprise, si c'est mis en place, c'est vraiment une démarche globale, un projet global, un projet RH, un projet d'entreprise en général, et qui doit coller et être soutenu par les valeurs de l'entreprise. Bien sûr, donc un travail global au niveau du travail à la fois collectif, le lien avec les valeurs, comment l'appliquer au quotidien et puis le faire vivre aussi, parce que ça demande du monde derrière pour ça demande l'animer. Budget, ça demande, comme on sait qu'il y a des aides maintenant, ça demande aussi d'être renseigné, d'être capable de gérer ces aides-là, de valider que les assurances, c'est tout bon, de faire en sorte que tout soit dans les clous et pour que ça fonctionne. Et c'est dommage d'investir tout ça si c'est juste pour faire de la façade, parce que ça ne tiendra pas en fait. Ouais, cette notion aussi de durabilité dans le temps. Tout à fait. Effectivement, c'est pas en claquant des doigts que ça se met en place, mais faire un travail de fond, de marathon, si on reprend l'image du sport. Ouais, voilà, c'est ça. Un travail de marathon, travail de fond de marathon. Et puis bon, après, il y a aussi quelque chose qui est hyper important, c'est qu'il faut rigoler. Oui, la bonne humeur. Il faut se faire plaisir, il faut en profiter, il ne faut pas que ce soit une corvée, il ne faut pas que ce soit une obligation. Et en profiter au maximum pour se marrer, parce que là aussi, c'est physiologique. Quand on rigole, on fait baisser les niveaux de stress, on fait baisser les niveaux d'anxiété. Et donc, ça ne fera qu'amplifier les effets bénéfiques des séances de sport. Le sport dans la bonne humeur, tous ensemble, effectivement, pour un mieux-être, et puis voir les bienfaits, justement, puisque c'est des choses qui se mesurent aussi avec des enquêtes auprès des salariés, et mettre tout ça en place. Voilà. Super. Est-ce qu'il y a un thème, un élément dont on n'a pas forcément parlé, qui te semble important d'aborder, comme je sais que c'est un sujet qui te tient à cœur et que... Pas attendre que l'entreprise le fasse pour s'y mettre. Chaque pas de marche, chaque pas de jogging, chaque brasse supplémentaire, chaque coup de pédale supplémentaire, c'est toujours ça de prix, c'est toujours bon. Et en retirer une fierté personnelle d'être allé jusque-là, en fait, et pas de se dire oh là là, je suis pas foutu de courir,
s'enfuir, oh là là, j'ai rien fait, oh là là, etc. Plutôt de se regarder le chemin qui a déjà été fait, un petit chemin, ne serait-ce que cette mise en tenue et d'être allé marcher une demi-heure, même si c'est une fois dans la semaine, bah, c'est toujours bien mieux que pas l'avoir fait du tout, en fait. Un petit plus vaut mieux que rien. Voilà. Et puis, si on l'a pas fait, bah, y a pas de drame non plus. Faut pas que ça reste pas fait, mais si une fois ça arrive, bah, c'est pas grave. Parfois, on n'est pas parfait, parfois on n'y arrive pas, parfois il fait trop moche, il fait trop froid et on n'a pas envie. Et ça arrive que le lendemain, la fois d'après, par contre, on y aille parce que y a justement, comme tout sera préparé à l'avance, pas de fausse barbe pour se cacher derrière et pas y retourner. Ne pas attendre que l'entreprise le mette en place et peut-être montrer aussi l'exemple parce que ça peut donner l'envie aussi à des collègues et de se dire bah oui, c'est comme ça que dans une des entreprises où j'étais, on s'est retrouvé d'une personne qui allait à la piscine 2 fois par semaine à 3 ou 4, on faisait une voiture collective du coup. Ça a duré quelques mois et c'était très chouette. Super expérience. On peut qu'inviter les personnes qui nous écoutent, qui ont envie de se lancer, à donner l'exemple et puis du coup à se dire allez, bah, j'y vais. Et puis bah, peut-être que des fois de voir le sac de piscine qui dépasse, ça peut aussi susciter la question qui va bien. Mais que fais-tu? Où vas-tu? Je vais à la piscine, mais oui. Et pourquoi pas du coup oser expliquer ce qu'on fait et pourquoi pas susciter des vocations de sport avec ses collègues. Ça peut être aussi un moyen très sympa de créer des liens et nouer des liens dans la durée. On a hâte que tout cela rouvre. Oui, tout à fait, puisque du coup, nous enregistrons le podcast pendant le 2e confinement, du coup, on est en décembre 2020 et on a hâte effectivement de pouvoir retrouver des activités sportives qui vont nous permettre, enfin en tout cas les infrastructures, il y a eu un petit peu d'assouplissement depuis, mais qui vont nous permettre de pouvoir reprendre justement toutes ces activités. Cela dit, la marche reste dans les activités autorisées pour l'instant. Sur Un pour tous, tous coachés, on est aussi très orienté réseau et c'est comme ça que je t'ai connue et que j'ai le plaisir de pouvoir enregistrer avec toi aujourd'hui. Je sais que tu es une femme de réseau aussi, Caroline. Qu'est-ce que tu donnerais comme conseil pour entretenir son réseau de manière aussi efficace que pouvoir démarrer le sport si on a envie de le démarrer? Pour entretenir son réseau, ne rien en attendre. Faire les choses, faire ce qu'on pense que les gens ont besoin de se rencontrer parce que les gens auraient des choses à partager. J'ai toujours travaillé comme ça, mais ça fait, même quand j'étais salariée, ça fait 20 ans que je fais du réseau. J'ai toujours donné sans jamais me dire, sans jamais avoir d'objectif derrière particulier. Voilà, j'aime aider les gens, donc j'aidais. Voilà, tiens, tu devrais parler à un tel. Et finalement, je m'en suis rendu compte après la fin de mon salariat, les gens que j'ai rencontrés dans ce cadre-là ne m'ont pas oublié. Bien au contraire, en fait. Je pense que d'être sympa et juste organiser des rencontres, mettre en lien, discuter avec les gens, tout simplement, même si on n'a a priori rien à se dire de particulier en commun, mais d'échanger, échanger souvent, échanger un peu avec tout le monde, surtout pas se limiter à un type de poste ou un type d'entreprise. Je pense que faire des ponts issus de canyons est particulièrement agréable et que ça finit par payer en fait, peut-être pas là où on l'avait pensé à la base ou comme voilà, c'est vraiment comme ça que les choses se font en fait. Tiens, il me semble que tu devrais parler à... Ça peut peut-être le faire. Voilà, exactement. De savoir parler de son activité aussi. Alors ça, ça a été un grand exercice et un point à développer parce que mon activité est tellement diverse et tellement étalée que parfois ça a été compliqué. Très vite, alors ça c'est pareil, je l'ai compris il y a très très longtemps, pas se cacher derrière un titre ou une carte de visite ou une entreprise, mais plutôt d'être vraiment soi dans la rencontre avec l'autre. Je travaille dans telle entreprise, j'ai tel métier, mais c'est pas forcément là qu'on fera les meilleurs réseaux. Alors je sais que certaines personnes vont chercher directement la direction de telle entreprise, etc. Et quand vous donnez votre carte, bah, vous êtes estampillé comme ça et trop tard. Mais justement, quand on est dans cette situation-là aussi, c'est aussi important de faire la part des choses et de sortir ses antennes pour voir ce qui est authentique et ce qui ne l'est pas en fait. On retrouve un peu justement la bienveillance, l'alignement aussi de soi-même et puis du coup se faire confiance, ce que tu disais tout à l'heure, la spontanéité et puis oser être soi-même. Oser être soi-même. C'est très vite dit, c'est très difficile à faire. C'est encore plus difficile, il me semble, dans un monde où on attend de la perfection, on attend de la rentabilité, on attend du retour sur investissement, on attend que des choses qui quantifient, là où finalement on va être sur du qualitatif. Ouais.
Dans ce que tu me dis et dans ce que j'entends, j'entends aussi cette notion de générosité, du coup d'être soi-même et de donner autant qu'on peut et que forcément en retour, on recevra d'une manière ou d'une autre. C'est marrant que tu utilises ce terme-là parce que quand je me suis lancée et que j'ai commencé à discuter un petit peu avec les personnes de mon réseau, c'est un thème qui est revenu. Donc j'avais tout un tas de questions à poser autour de moi et du lancement d'activité et tout ça. Et c'était un terme, c'était la générosité justement. C'était justement parce que j'attendais rien en retour en fait. Allez-y, enfin, c'est pas de l'apport d'affaires, c'est juste, ça me semble important que vous discutiez ensemble parce qu'il y a des choses à faire. Et ça, moi j'y suis très sensible aussi, du coup dans l'autre sens. Ça revient toujours, mais pas par là où on l'attend en fait, ou au moment où on l'attend. Et donc en fait, ne rien en attendre, je pense que c'est vraiment la chose la plus importante. Puis se laisser justement surprendre Complètement. Quand il y a le retour qui arrive justement, pouvoir en profiter aussi en retour et ça donne encore plus envie de donner. Ah mais complètement. C'est la boucle qui se nourrit. Tout à fait. Dans tous les domaines, c'est vrai que se laisser surprendre aussi et accepter de se laisser surprendre, c'est bien aussi. La planification et la rationalisation, c'est très important. La commerciale en moi connaît bien tout ce qui est retour sur investissement, les fameux KPI dont tout le monde parle, etc. Mais ça fait pas tout. Ouais, tout à fait. Ça fait pas tout. Il faut laisser la part à l'imprévu et il faut laisser la part à l'opportunité et il faut laisser la part au plantage et à l'échec parce que ça, d'ailleurs pour le sport ça marche aussi. Oui, tout à fait. Très joli parallèle. Accepter que des fois tout était là pour et c'est pas un jour avec et ça plante. Voilà. C'est souvent effectivement quand on accepte le plantage et qu'on accepte que ça fait partie de la vie pro, de la vie de réseau, de la vie perso, que justement ça repart par ailleurs. Super. Voilà. Est-ce qu'il y a un livre que tu aimes bien tout particulièrement, que tu souhaiterais peut-être partager avec nous, alors en lien ou pas avec le sport, en lien ou pas avec tout ce qu'on vient de se dire, mais une lecture qui t'inspire, qui est inspirante et que tu aurais envie de partager? Ah, tu me cueilles à froid. Hein. Ouais. Si ça vient pas, hein, c'est pas grave. Il y en a un qui me semble important aussi et qui s'appelle j'ai beaucoup de problèmes avec un questionnement personnel sur qu'est-ce qu'un con en fait, pourquoi on dit il est con, qu'est-ce qu'il y a un con, etc. Et donc il y a le livre L'objectif zéro sale con en entreprise que je t'ai envoyé l'autre jour et qui m'est cher vraiment parce que il y a un moment la bienveillance ne s'apprend pas en fait. On peut expliquer ce que c'est, mais si la personne ne le vit pas, ne marchera pas. Et ça, hélas, je l'ai constaté suffisamment souvent. Et il y a un moment, c'est un problème de cybernétique. Quand on joue la cybernétique, quand on agresse, on gagne plus de points rapidement. Et quand on coopère, ça met plus de temps, mais c'est beaucoup plus rentable. Et c'est vrai que dans un milieu où on cherche la profitabilité rapide, où il faut que ça crache, effectivement, les sales cons, ils trouvent très vite leur place, en fait. Et ça m'est difficile d'avoir affaire aussi maintenant à des guerres d'opinion qui sont capables de passer par-dessus les faits. Ça m'a amené aussi à m'intéresser beaucoup à des modes de réflexion, puisque ça c'est mon dada, pourquoi la chimie du cerveau entraîne certaines émotions, entraîne certaines décisions, entraîne certaines manières d'être. Donc je saute assez allègrement de philosophie, psychologie à neurobiologie. Et en ce moment, c'est tout un traité. Donc, dans mes livres en cours du moment, il y en a un justement, c'est sur la psychologie de la connerie. Et par justement des psychologues, des politiques, et pour expliquer pourquoi est-ce qu'on a le sentiment qu'il y a toujours un con autour de soi ou il n'y a que des cons autour de soi, qu'est-ce que c'est vraiment être con. C'est une lecture intéressante, ça permet vraiment de prendre du recul par rapport à tout ça et de voir qu'est-ce qui est important du coup à remettre en place dans sa communication avec les autres pour que eux-mêmes, et je pense beaucoup à mes petits jeunes, à qui j'enseigne, qu'on a vraiment intérêt à coopérer. C'est ce qui fait que l'homme a réussi à être aussi présent sur la planète, c'est la coopération. Et on est passé beaucoup trop rapidement et brutalement à un mode de moi d'abord, les autres ensuite. C'est-à-dire que l'humanisme est devenu individualisme et c'est là où le bas blesse en fait. C'est là où il n'y a plus de tolérance, c'est là où la différence est rejetée plutôt que d'être une richesse. C'est là où j'ai raison, t'as tort et tant pis si les faits trouvent
prouve le contraire. Ouais. Et ce livre traite beaucoup de ça. Je te trouverai le titre et celui qui a fait les interviews de tous ces auteurs, si tu veux les mettre dans le lien du podcast. Qui est aussi intéressant à traiter. Et justement, ça va me faire lien avec la dernière question du coup que je souhaitais te poser. Sur pour tous coachés, l'idée c'est de pouvoir partager des bonnes pratiques sur des thèmes différents les uns des autres. Et au-delà du thème qu'on vient de traiter ensemble aujourd'hui, quel autre thème est-ce que tu trouverais intéressant justement de pouvoir aborder? J'en ai trop. Alors, je travaille avec une plateforme qui coach des entrepreneurs. J'ai travaillé dans un cabinet qui faisait de la reconversion professionnelle. Donc, j'ai vu passer pas mal de thèmes sur le coaching et sur l'entrepreneuriat. Dans les vraies questions que je me pose, et là, je ne suis pas coach certifié, et donc c'est une vraie question, c'est la différence entre coach et conseil, où il y en a un qui donne son avis et l'autre qui laisse venir la réponse. J'ai été coachée, je suis consultante, j'ai travaillé avec des consultants, et c'est vrai que j'ai beaucoup de mal avec la répétition des questions ou entre guillemets, le côté très maïeutique du coach. J'aimerais bien en connaître un peu mieux les ressorts et les intérêts, que mon esprit qui aime bien aller vite, au bout d'un moment, il s'ennuie en fait. Ouais. Il ne comprend pas. En gros, c'est bon, si tu as une idée, tu me la donnes et puis on en discute, on passe à autre chose. Mais 8 fois la même question, je bug. Donc voilà. Ok, sur ce thème. Sur le thème du coaching, voilà, c'est ma grande question. Ouais, ok, super. Merci en tout cas de la livrer. Écoute, avec plaisir pour pouvoir la traiter prochainement avec des invités du coup du podcast sur cette frontière ténue entre le conseil et le coaching, et comment est-ce qu'on peut faire justement pour accompagner au mieux. C'est un grand débat qu'on a dans le coaching, justement, de comment est-ce qu'on se positionne et comment on trouve sa couleur de coach et son identité de coach, et comment est-ce qu'on fait quand on est à la fois formateur, conseiller ou conseillère et coach. Donc du coup, super sujet en tout cas, et merci de le livrer, et je vais faire en sorte de pouvoir justement y répondre dans d'autres podcasts avec grand plaisir. Super, merci beaucoup à toi en tout cas pour ton temps précieux, et puis du coup pour tous ces liens, ce partage d'expérience que tu nous fais avec justement ton expérience, ton bagage, puisque tu es touche à tout, multicasquette et passionné par plein de sujets, donc merci. Dans les bouquins que j'ai attaqué, là j'ai le Profession Slasher de Marielle Barbe. Super, d'accord, ok, celui-là m'intéresse aussi. Hein. Voilà. Je prends aussi, je vais étoffer, commencer à faire une mais celui-là, j'ai lu les 2 premières pages, hein, donc il n'y a pas longtemps. Début. Voilà. J'accepte de parler ouvertement du fait que je ne rentre pas dans les cases, et qu'il vaut mieux être à cheval sur plein de cases différentes et le mettre en avant en fait. Ouais, complètement. C'est ce qui fait aussi la richesse des échanges, les liens que tu as pu nous livrer aussi, et à la fois de ton expérience perso en tant que salariée et puis en tant qu'entrepreneuse, et puis aussi de tous les clients que tu peux accompagner justement sur du conseil à la fois nutrition, santé, sport, bien-être, avec les parcours que tu proposes sur du sur-mesure, et puis l'accompagnement que tu peux mener avec ta structure. Hein. Donc encore merci pour ton temps. Avec plaisir, et puis je sais qu'il y a plein d'autres sujets qui nous animent, mais je pense qu'on se retrouvera très vite pour un prochain podcast sur d'autres thèmes. Merci à toi. À très bientôt. Au revoir. Merci d'avoir écouté l'épisode jusqu'au bout. J'espère que l'échange vous a plu. N'hésitez pas à aller sur la page du podcast Un pour tous, tous coachés, sur le site www.requiliance.fr. Je compte également sur vous pour déposer vos 5 étoiles et votre avis sur votre plateforme préférée d'écoute. Cela permettra à de nouvelles personnes de découvrir plus facilement le podcast et d'agrandir la communauté. Encore merci, et à très vite pour de nouvelles aventures.